Il est exceptionnel ce petit crack. If you believe you can fly, you can. So it was kind of inspiring me, to say I can fly today. And that's the way I rode light, like I would have wings and I could fly. Mon père, il achète beaucoup de chevaux en France. Donc, mon meilleur chevaux sont toujours des chevaux français. Compétition. But she jumped so good, and I thought, she only did one round yesterday. She jumped amazing yesterday. Cheval sauté, c'était un rêve. J'avais mon parcours qui défilait exactement de la façon dont on avait prévu. Le cheval sautait formidable, j'avais un sentiment génial. Cavalope. Hello! Chaque cavalier détient ses secrets, sa technique et surtout son cœur. Je vous ai longtemps fait languir, mais voici le 10e épisode qui est le portrait d'une rencontre exceptionnelle. Il est temps de lever le voile et pour ce numéro symbolique, j'ai décidé d'inviter Olivier Robert avec Cavalope. Présent depuis plusieurs années sur les plus belles épreuves du circuit, je n'ai plus à présenter Olivier, cavalier international de jumping et membre de l'équipe de France. Dans ce très bel épisode, Olivier s'est dévoilé sur son histoire si atypique de cavalier, ses belles rencontres, mais surtout sur l'affection et la reconnaissance qu'il porte à chacun des chevaux qui ont croisé son chemin. Installé à proximité de Bordeaux, notre invité a notamment abordé les aspects logistiques attenant à sa localisation, mais qu'il ne changerait pour rien au monde. Il y a des instants où les mots ne sont pas nécessaires et il n'a pas été difficile d'apprécier l'addiction qu'Olivier porte à son métier et à son sport. Nous avons eu l'occasion de revenir sur ses plus beaux moments, tels que les épreuves Coupe du Monde ou encore la bowl, mais aussi son très cher jumping de Bordeaux, dont il loue notamment l'organisation formidable réalisée par les équipes. Aujourd'hui, je vous propose de beaux instants de sport avec un amoureux des chevaux qui a su sans pudeur parler de ses sentiments. Par cette canicule, on vous offre 1 heure de fraîcheur avec Olivier. Profitez de ces instants et soyez bien attentifs. C'est tellement inspirant. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bonjour Olivier. Bonjour Nolwenn. Je suis ravie aujourd'hui de venir vous rencontrer et de découvrir votre cadre de travail et du coup je vous remercie pour ça. Mon plaisir. Pourriez-vous nous parler de votre parcours avant d'être cavalier ? Il me semble que vous ne venez pas du milieu de l'équitation et comment vous est venue la passion des chevaux ? Le hasard des choses fait que mes parents ont déménagé dans la région de Bordeaux quand j'avais 5 ans. Et ma maman, pour m'incorporer, on va dire, à l'endroit et le quartier où j'habitais, m'a mis à monter dans un poney club. Mes parents sont pas du tout issus ni des chevaux, ni ne montaient à cheval réellement, on va dire. Tout a démarré comme ça, mais vraiment absolument pas issus du milieu des chevaux, non. D'accord. J'imagine que pour être le cavalier que vous êtes aujourd'hui, c'est aussi grâce à des rencontres. Est-ce que vous avez travaillé dans d'autres écuries et à quel poste et qu'est-ce que cela vous a apporté dans votre métier aujourd'hui ? À partir du moment où on n'est pas issu du monde des chevaux, effectivement, les choses sont un petit peu plus inquiétantes pour devenir un cavalier de haut niveau, mais absolument pas impossible. Alors effectivement, vous parliez des rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer une personne qui a tout dirigé quelque part dans ma vie depuis que j'ai 14 ans et qui m'a fourni en chevaux. C'était un cavalier extraordinaire de concours complet et également de concours hippique. Il a fait du podium dans des championnats de France Pro 1, donc c'était vraiment quelqu'un qui tenait la route. Un tout petit peu atypique dans le fonctionnement, mais qui a un cœur énorme et qui m'a permis de monter des chevaux de grande qualité. Sans cette personne, je crois que les choses auraient été beaucoup, beaucoup plus complexes. Mais donc, si on parle de rencontre, oui, il y a une personne qui m'a guidé de façon assez importante, c'est Dominique Vintéjac. D'accord. Et de ce fait, dans quel contexte, comment vous avez travaillé avec lui ? Mes parents, qui n'étaient pas fortunés mais assez aisés pour m'entretenir un cheval, voire m'en faire l'acquisition quand j'étais adolescent, m'ont amené à cet endroit. C'était à Léognan de Souvenirs, au Châteauneuf, et on a fait l'acquisition d'un cheval chez ce monsieur. Et puis derrière ça a fait boule de neige. Et puis à l'âge de 15 ans j'ai voulu rentrer en formation d'apprentissage. Je l'ai fait bien sûr chez lui et les choses ont été juste merveilleuses pendant 2 années avant qu'il m'amène aux États-Unis également. Donc vraiment, si on parle de rencontres, c'était vraiment très très important dans ma vie. Justement, est-ce que vous pourriez nous parler de votre expérience en Amérique ? Vous étiez très jeune, quel était l'objectif et vous n'avez pas eu peur de partir si loin, si jeune ? Mes parents ont eu peur puisque je n'avais que 16 ans et quelques mois.
Moi personnellement, non, je n'ai pas eu peur parce que déjà j'étais avec Dominique, je montais pour lui là-bas. Il avait amené 5 ou 6 chevaux pour faire 2 mois, les fameux 2 mois de compétition qu'on a du mois de février et mars, on va dire. Et donc non, inquiétude, on était super bien entourés, puis c'était un site merveilleux et vraiment une expérience absolument fabuleuse. Le fait est, c'est que j'ai de là-bas, Dominique m'a fait rencontrer une personne incroyable qui est devenue un sponsor pendant les 2 ans où j'ai eu la permission, on va dire, avec un visa qui a duré 2 ans. J'ai fait donc la rencontre de Dean Kyle qui m'a sponsorisé, qui m'a permis de faire du beau sport à l'âge de 17 ans à 19 ans. Et ça a été 2 années absolument fabuleuses. Il a fallu rentrer parce que mon visa venait à échéance. J'ai été malheureux immédiatement de rentrer parce que c'est le pays de tous les rêves, les États-Unis bien sûr, mais quand je suis rentré, j'ai été extrêmement heureux de retrouver tous mes amis et tout mon monde autour, donc sans regret, mais expérience extraordinaire. J'imagine. Ça doit être une autre vision aussi en termes de d'équitation. Complètement. Je pense que ça peut vraiment faire évoluer. Ouais, tout à fait. Pour en revenir aux chevaux, quel est le suivi vétérinaire spécifique qu'ont les chevaux de Grand Prix au sein de votre structure ? Depuis 13 ans que je fais réellement ce métier en tant que professionnel, je travaille avec le docteur Frank Penny qui est mon vétérinaire et puis qui est, le terme est un peu fort, mais qui est aussi un gourou, c'est-à-dire moi je m'occupe de ma partie propriétaire, la gestion de mes propriétaires avec les chevaux qui vont avec, et pour ce qui est du suivi vétérinaire, je m'en remets totalement à lui. Je me préoccupe pas, j'ai l'impression qu'il s'occupe de mes chevaux de la meilleure des manières, ça c'est une évidence, mais surtout comme si c'était pour lui personnel ou ses enfants. Alors à partir de là, le suivi vétérinaire est important, il faut pas se voiler la face, on leur demande des choses qui sont pas forcément naturelles, on les sollicite beaucoup, les saisons dorénavant sont quand même vraiment très très longues, quand on a la chance de sauter des coupes du monde l'hiver, avec des temps de pause assez réduits par rapport à ce qu'on pouvait faire par le passé. Donc le suivi vétérinaire des chevaux est quand même quelque chose de primordial et je m'en remets 100% à lui, je m'en préoccupe de très très loin et il fait comme si c'était les siens et ça me convient très bien comme ça. D'accord, très bien. Concernant la maréchalerie à présent, est-ce que vos chevaux ont des ferrures spécifiques qui vous semblent, je dirais, indispensables pour des chevaux étant sollicités sur le haut niveau ? Alors évidemment c'est une grande discussion et puis actuellement notre meilleur cavalier français au niveau de la ranking et puis certainement également par le talent, Julien Epaya monte de plus en plus des chevaux déférés. Alors c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup parce que parce qu'il gagne et puis parce que il a un discours hyper positif par rapport à ça. Moi je n'ai pas franchi le cap actuellement et je travaille avec des maréchaux qui sont également très en amitié avec le docteur Frank Penny, donc c'est assez pratique. On a bien sûr 2 ou 3 chevaux qui ont des ferrures un peu spécifiques avec de l'aluminium et ce genre de choses, mais on est quand même dans le système assez classique. Les chevaux qui sont dans une ferrure aluminium ou Egbarschuh, c'est qu'il y a eu quelques petites pathologies qui nous ont dirigés vers ça et pour leur confort c'était bien mieux comme ça, mais en tout cas on est dans un système assez classique, 2 maréchaux ferrants qui sont de très très longue date mes maréchaux et mon système me convient parfaitement comme ça en tout cas. D'accord. Vous avez un parcours assez atypique et incroyable finalement. Quand avez-vous commencé le haut niveau et comment on le vit en termes d'appréhension et de changement d'organisation ? Le haut niveau pour moi a commencé lorsque j'étais véritablement cavalier amateur. Pour revenir à ma période des États-Unis, quand je suis en France, je n'étais pas du tout un fervent du coaching et je me sentais pas assez bon sportivement parlant pour m'installer en tant que cavalier professionnel. J'ai mes parents qui étaient dans le milieu des cuisines aménagées, donc j'ai ouvert ma boutique en individuel à Libourne et je montais en tant qu'amateur. Mais dans cette période-là, j'ai eu beaucoup de réussite dans les chevaux que l'on m'a donné à monter quand même, puisqu'on me connaissait en tant que jeune cavalier. Puis j'ai eu beaucoup de réussite et on m'a confié 2-3 bons chevaux. Le premier, si on parle de haut niveau, ça a été bien sûr Inca de l'Oasis et Gorky du Théier en même temps, qui ont été 2 chevaux qui ont véritablement marqué mon début de vie à cheval semi-professionnel. Un m'a amené à remporter des belles échéances, et des belles compétitions comme à Saint-Lô ou Lyon, qui
c'était à l'époque des Grands Prix quand même vraiment très très relevés, et je faisais véritablement ça. Le matin, je montais à cheval et l'après-midi, j'allais travailler à mon magasin. Donc le haut niveau, je l'ai connu il y a un bon moment, hein, on parle des années 2003-2004, et lorsque la vente de un cas de l'Oasis s'est réalisée, ainsi que celle de Gorky du Tellier, ça m'a permis de m'installer et de m'acheter un bout de propriété à nouveau chez Dominique Bintéjac, qui a quand même globalement donc suivi ma vie du début à dorénavant. Et à partir de là, j'ai eu des rencontres de chevaux assez fantastiques quand j'ai décidé de m'installer en tant que professionnel, et des rencontres incroyables avec Michel Robert et des chevaux qui m'ont été confiés, super sympa, Belle Rock bien sûr, ou Courage d'Éphégie, que Michel avait fait l'acquisition avec moi auprès d'un de mes propriétaires d'ailleurs. Alors ça a été des rencontres fabuleuses, mais quand même le haut niveau, je l'ai vécu quand vous avez une propriété à vous, vous êtes bien obligé de faire fonctionner votre système par le commerce, parce que je ne gagnais pas du tout assez en compétition pour me permettre d'avoir ce que j'ai maintenant. Et le haut niveau a été, on va dire, plus régulier depuis 5 ou 6 ans, 7 ans on va dire. La rencontre avec Quenelle Dupuis a été quelque chose de très spécial, parce qu'elle m'a permis c'est une image ou une expression, mais d'enjamber des grands prix Coupe du Monde aisément. Elle m'a donné beaucoup de métiers, puis à ce moment-là, c'était Philippe Gerda qui était aux commandes de l'équipe de France, et puis on a certainement eu un bon feeling ensemble. Il a eu bien la confiance en moi, et je l'en remercie bien sûr, mais ça a été une rencontre qui m'a permis de me stabiliser au niveau. Il m'a expliqué les choses, comment organiser pour ne pas être aussi atypique que je pouvais l'être par le passé. D'accord, oui, ça s'est fait assez naturellement. Exactement. Très bien. On a tous des besoins différents. Et quelles sont les conditions dans lesquelles vous aimez être avant une compétition? Par exemple, plutôt isolé ou bien pas du tout Alors, c'est une question intéressante, parce que j'ai essayé de remettre en place un système de travailler avec une personne oralement en parallèle. Ça a été intéressant, mais je ne l'ai pas suivi convenablement, par manque de temps certainement. Et puis j'accrochais pas véritablement à ça. C'était pas véritablement dans ma nature. Je suis plutôt jovial et plutôt assez décontracté en compétition. Mais j'ai bien vu la façon dont les cavaliers de haut niveau interpréter le sport de haut niveau. On voit bien sûr l'exemple premier, c'est quand même un Kevin en français, ou un Steve Gerda sont vraiment des véritables exemples en termes de concentration. Les autres également, mais ceux-là, je peux parler d'eux parce que je les vois régulièrement tous les week-ends, et eux se mettent quand même beaucoup plus dans une bulle. J'ai essayé ça n'a pas été j'avais pas un bien-être total, j'ai plus besoin d'évacuer la pression d'une manière joyeuse qu'autre chose. Alors j'ai un entourage qui met un support vraiment important pendant les échéances, et je préfère m'enfermer avec mon entourage que m'isoler en tout cas. D'accord, très bien. De ce fait, pour rebondir, avez-vous du stress, et si oui, comment le gérez-vous face aux grandes échéances? Est-ce que vous travaillez avec un préparateur mental? Et d'autre part, est-ce que pour votre physique, vous faites du sport en parallèle afin de vous préserver? Alors pour le sport, oui, je m'entretiens physiquement, je cours, je fais de la salle, je m'oblige à tenir le rang physiquement. Une propriété comme ça m'entretient physiquement aussi, je vous cache pas. Mais oui, je m'oblige à ça. Pour en revenir au début de votre question par rapport au du stress et comment gérer les grandes échéances, je vous cache pas que je n'ai pas rencontré véritablement le stress. Je me suis jamais trouvé confronté. J'ai certainement peut-être le fait d'avoir commencé les Coupes des Nations assez tard dans l'âge fait que on a un peu plus de recul de la vie, on sait les choses importantes, non pas que une Coupe des Nations n'est pas un moment hyper important, on a la tension nerveuse, mais le stress je ne l'ai pas rencontré. J'ai cette chance là, je ne me fais pas aider mentalement par quelqu'un. J'ai fait des essais qui n'ont pas été concluants, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, pas assez pour me dire tiens ça vaut le coup d'aller un petit peu plus loin. Je pense que personnellement j'étais pas adapté forcément en termes de temps ou en termes de concentration, je sais pas, mais quelque chose fait que c'est dommage. Certainement c'est ce qui me manque pour me stabiliser un petit peu plus, mais non, ça matche pas vraiment dans mon système. D'accord. À présent, j'aimerais que vous nous parliez de votre structure. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de vos écuries, vos employés, et comment vous fonctionnez en termes de planning?
Les 3 dernières années, en plus, j'étais inscrit dans une équipe du Global Champions Tour, ce qui m'a permis, et les chevaux que j'ai rencontrés m'ont permis d'aller faire des belles compétitions. Donc, comment le 5 étoiles, j'ai été très verni avec ce sport-là. Donc, évidemment, ça nous oblige à partir beaucoup, loin et longtemps, pour peu de chevaux. Alors, il y a quelques années, j'avais 30 chevaux dans mes écuries, une grande partie pour moi, quelques propriétaires, mais quand même une grande partie pour moi. Jeunes chevaux la semaine, vieux chevaux le week-end, et ça, ça a été rendu inadapté. Je vous parlais tout à l'heure de Philippe Guerda qui m'a aidé à réorganiser mon système avec une véritable gourou, mais tout ce genre de choses, puisque à chaque fois on remplissait plus facilement. J'ai enlevé 10 box, on est rendu avec 20 box dorénavant avec Céline, ma compagne, et on le vit très bien, on est à 20, et ça c'est absolument idéal en termes de nombre. Pour moi, précisément, je vais dire, j'en ai une douzaine réellement, jeunes, vieux. Je ne fais plus les jeunes chevaux, bien que, depuis 4 ou 5 ans, bien que hier et avant-hier j'ai été en sortant du confinement, puis j'ai quelques, voilà, exactement. Donc dans mon approche avec ce nombre de chevaux, en plus de Céline et moi, j'ai 4 employés, donc on est 6 à travailler pour 20 chevaux. C'est quand même beaucoup de monde, mais bon, entre les 35 heures, les 5 jours de travail et compagnie, il faut au moins ça. Gwen s'occupe de la compétition purement et va au concours. Elle est sur la route tout le temps, elle avale un nombre de kilomètres tout à fait incroyable. Bon, dans cette période, depuis 3 mois, fatalement, elle ronge un petit peu son frein, mais voilà comment c'est organisé, le nombre de personnes qu'on a. D'accord. Pouvez-vous de ce fait me décrire une journée type à la maison ? Ce matin, j'ai démarré vers 6h et des petites brouettes, on va dire. Bon, on est bien sûr en période printanière, mais on est plutôt en été à Bordeaux là depuis quelques semaines. Donc on monte très tôt, mais moi ma journée à cheval est terminée vers 1h, 1h30. L'après-midi, et uniquement du fait de l'entretien de ma propriété, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et comment faire travailler un petit peu le monde et faire fonctionner mon système. Mais à cheval, en tout cas, c'est que le matin. Ouais. Pouvez-vous nous parler de votre piquet de chevaux actuel ? Oui. Et je crois aussi que vous avez des propriétaires de longue date. Oui, j'ai des propriétaires de longue date qui ont misé entre guillemets, sur moi pour le sport de haut niveau. C'est la raison pour laquelle ça a été beaucoup plus facile. Je suis souvent copropriétaire de mes chevaux, mais j'ai des propriétaires véritablement de longue date. Comment mon piquet de chevaux actuellement, Eros a été un fer de lance quand Quenelle était plus à sauter les coupes du monde en hiver à l'intérieur. Eros a pris le relais en extérieur et a été un coéquipier absolument fantastique. Et évidemment, Van Gogh et Vivaldi arrivent derrière à une certaine maturité dorénavant. Donc, je suis bien fourni en chevaux. Tempo de Paban, qui revient de blessure, a eu une rééducation exceptionnelle. J'ai un lot de 5 chevaux de 8 ans, donc qui vont faire leur gamme dans les étapes du Grand National. C'est un circuit qui m'a beaucoup plu et qui m'a aidé à amener beaucoup de chevaux tels que Raya Delby, Quenelle, Tempo de Paban. Donc ça, c'est des chevaux qui vont se diriger vers ça. J'ai un seul 7 ans cette année, et puis 3 jeunes chevaux de qualité que monte mon jeune cavalier Théo. Mais je me sens bien fourni et bien armé en termes de nombre de chevaux et puis surtout de grande qualité. Oui, je pense que c'est agréable d'en arriver là. Vous avez monté de nombreux chevaux, mais quel est celui qui, selon vous, a marqué votre équitation ? J'ai rencontré des chevaux assez atypiques dans le fonctionnement. Est-ce que la région ici de l'Anglo-Arabie, Tempo de Paban est bien sûr un des fers de lance, et Quenelle également, mais est-ce que ce sont quand même des chevaux légèrement atypiques dans le fonctionnement ? Alors c'est sûr que quand j'ai monté derrière Michel Robert, des juments comme Belle Rock, évidemment là je montais de façon beaucoup plus classique, et puis si je regarde mes vidéos de cette période-là, de ces chevaux-là, je trouvais que je montais plus convenablement quelque part que quand je monte un cheval comme Le Galant, qui était extrêmement atypique et qui n'a pas été par rapport aux autres moins performant, bien loin s'en faut. Mais je dois dire, c'est sûr que les années avançant, on aime monter des chevaux beaucoup plus classiques. Maintenant, quand on monte Tempo de Paban, qui était quand même véritablement particulier dans le comportement, les parcours paraissaient vraiment pas hauts. Même les plus belles coupes des nations ou quoi, donc je vous cache pas, c'était assez sympathique. Mais si je devais, en termes de beauté d'équitation, monter derrière Michel Robert Bellerock, j'étais bien meilleur que monter Le Galant que j'avais formé de A à Z, je vous cache pas. D'accord.
Comment est-ce que vous planifiez le travail de vos chevaux et avez-vous un exercice particulier sur lequel vous aimez travailler qui serait un peu votre socle de référence? J'aime détendre mes chevaux directement sur des combinaisons, à l'entraînement à la maison. Et d'ailleurs, au concours, le matin d'une belle échéance, d'un Grand Prix ou d'une Coupe des Nations, je saute très très régulièrement une combinaison. Non pas que j'ai l'appréhension d'une combinaison d'une manière ou d'une autre, mais quand même, je trouve que c'est des bons exercices pour mettre en route nos chevaux. Alors, comment nous obliger à déjà avoir une bonne qualité de galop, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes élèves quand je vais donner des cours dans les stages. Voilà, donc si je dois dire quelque chose, j'aime détendre sur des combinaisons. Ça peut paraître anodin, j'aimais peut-être pas tant que ça. Je vois Buzzy Madden régulièrement et lorsque j'étais aux États-Unis, détendait directement déjà sur des combinaisons au paddock. À l'époque, c'était autorisé. Maintenant, il faut le faire le matin ou 1 heure avant l'épreuve. Mais s'il y a un exercice qui me tient bien à cœur, c'est d'étendre sur une combinaison, Nolwenn. D'accord. Alors, quant au travail de nos chevaux, par exemple, puisqu'on parle d'une période où on était en confinement, ça n'arrive pas jamais dans ces 10 dernières années où on est à la maison sans aller en concours pendant 3 mois. J'ai fait donc, on va dire, un travail hivernal avec mes chevaux. Quand on rentre en période de concours, le travail est quand même bel et bien allégé. Certains de mes chevaux, je dis bien certains de mes chevaux, et je pense que j'avais de la réussite comme ça. Je pense notamment à un Van Gogh ou un Vivaldi. Je n'hésite pas à sauter un parcours avant de partir au concours à la hauteur de ce que je saute au concours le dimanche. Si je fais une belle étape à 1,50 m du Grand National, j'hésitais pas à sauter proche du 1,50 m dans ma carrière. Et ça, c'est Gilbert Trumbalanda qui m'avait dirigé vers ça à une période. Mais certains chevaux comme Tempo de Paban, eux sautent une combinaison à la maison parce que c'est quelque chose qui réglait bien ses trajectoires, mais pas du tout de parcours ou d'enchaînement. C'est assez difficile la carrière de la maison. Est-ce que c'est parce qu'il y avait du bleu et j'ai souvent eu des problèmes avec le bleu, donc on a travaillé plus ça. Il passe pas forcément un très très bon moment quand je saute dans ma carrière, donc je préfère quelque part même en été avoir mon manège en route et puis sauter une combinaison dans le manège avant d'aller en compétition. Je veux dire par là il y a vraiment je fais au cas par cas dans mes chevaux et de façon entre guillemets indiscutable, je suis pas figé sur un système. D'accord. Toujours par rapport au travail, est-ce que vous travaillez avec des enraînements, montés ou bien en longe? Et si oui, lesquels et pour quelle utilité? Aucun enraînement. Je suis pas contre, mais on m'a formé comme ça, de cette manière-là. Et dans mon esprit, c'est quelque chose qui n'est pas adapté dans mon système personnellement. Le fait est, c'est que j'ai pu arriver à ce niveau-là de cette manière-là. Donc je me suis toujours refusé à ça. Certainement bêtement, j'ai fermé les yeux sur des trucs qui m'auraient peut-être aidé par le passé, que ce soit en longe également, je n'enraîne pas. D'accord. Je pense que certains de mes chevaux seraient devenus un petit peu plus classiques si j'avais mis un petit enraînement de temps en temps. Mais je le regrette pas. J'ai suivi un système à la Michel Robert et ça me convient parfaitement comme ça. D'accord. Je crois d'ailleurs que vous appréciez l'éthologie. J'aimerais mieux comprendre les raisons et comment l'utilisez-vous. L'éthologie, je l'ai rencontrée par une personne qui était installée à la maison Andy Boots pendant une période. C'est quelque chose qui nous interpellait parce que d'ailleurs une de mes copropriétaires, Valérie Cougouille, la propriétaire de Vivaldi notamment, était très proche de ce système. Et de ce fait, j'ai appris entre guillemets à vivre avec pendant de belles années. J'y ai pris ce que j'aimais. Je n'arrive pas à me dire que pour faire du haut niveau, il faut être entre guillemets éthologique, faire des parcours en corde à lèvres. J'ai une propriétaire à la maison qui est proche de ça et qui arrive à sauter des parcours incroyables avec son cheval en licol ou même pas en licol, avec une corde autour du cou. Je trouve ça absolument sensationnel, mais je suis pas attiré par ça pour dire que maintenant on a fait j'avais des problèmes sur les rivières et les bidets avec Tempo de Paban. On a tenté de façon éthologique le système et ça n'a pas fonctionné, ça a été un échec total. Par contre, ça a certainement servi d'une manière ou d'une autre, puisque derrière, lorsque j'ai enlevé les bidets et carrières, je me suis plus du tout préoccupé de sauter ça à l'entraînement avec Tempo. Derrière, il a sauté tous les bidets
et toutes les rivières dans n'importe quelle piste, des Coupes des Nations et ce genre de choses. Donc oui, éthologie, certainement au début avec les chevaux, mais pour le sport de haut niveau, je vois pas de corrélation. Mmh. D'accord. On a la chance d'être dans une région magnifique, à proximité de la mer. Est-ce que vous y allez souvent et quels en sont les bienfaits pour vous ainsi que vos chevaux? Alors évidemment, en habitant à Bordeaux, on est très proche du bassin d'Arcachon dans lequel on a le droit d'aller 7 ou 8 mois de l'année baigner nos chevaux. Alors c'est un endroit exquis par la beauté. Quand la marée va vers le bas, on a des courants d'eau fantastiques et je pense que moralement les chevaux adorent. Je pense qu'ils aiment autant se promener en forêt ou aller dans leur paddock. C'est plus pour nous personnellement, mais je pense que quand je rentre mes chevaux de la mer et qu'ils étaient en compétition le week-end à Leipzig ou quoi, je pense que je remets mes chevaux en bon ordre physiquement en les amenant là-bas. Donc c'est quelque chose qui est dans notre vie, à moi et à mon entourage. Et c'est pas rien, on prend le camion, on fait une 50aine de minutes de route pour y aller, mais quand on y est, c'est fabuleux et je crois que nos chevaux sont heureux d'y aller. Oui. D'ailleurs, en termes de localisation, il me semble que vous n'êtes pas originaire de Bordeaux. Pourquoi avoir choisi cette région? Alors, je ne l'ai pas choisi. Je suis originaire de Picardie, Amiens, et mon lieu de naissance. Mes parents sont descendus à Bordeaux lorsque j'avais entre 4 et 5 ans. Donc j'ai des souvenirs que très très vagues de ma région d'Amiens. Par contre, ma région d'adoption, Bordeaux, c'est vraiment l'endroit où j'aspirais à revenir quand j'étais aux États-Unis et c'est vraiment une région absolument sensationnelle. Alors bien sûr, je fais un peu plus de camions que les autres quand il faut aller en concours en Allemagne ou ce genre de choses. On est plus près de l'Espagne, de ces tournées que l'on affectionne beaucoup au mois de février jusqu'au mois d'avril. Mais je vous cache pas que si j'avais dû me rapprocher de là-haut pour réellement rencontrer les bonnes personnes, les bons élevages, puisqu'on est très peu fourni en élevage, j'aurais été extrêmement malheureux parce que vraiment, pour moi, c'est ma ville. Je comprends tout à fait. À présent, sur un aspect compétition, je me demandais, en période de concours, quel est le rythme que vous avez généralement? Si on parle du nombre de compétitions, un week-end par mois, voire toutes les 5 semaines, je le fais à la maison avec ma famille, mes enfants. C'est obligatoire de couper. Le circuit du Grand National est quelque chose qui me tient véritablement à cœur. Ça me permet de former les bons chevaux et les moins bons pour devenir des très bons chevaux. Et ça, que ce soit les nationaux juste à côté de la maison, on a Barbas qui est un centre d'entraînement exceptionnel pour faire progresser nos chevaux. Sur 5 semaines, on va dire. 2 internationaux, 2 nationaux et un week-end à la maison. Alors c'est sûr que maintenant la course à la ranking mondiale fait que on peut pas s'éloigner du top 50 si on veut rester et rentrer dans les gros concours. Probablement faudra que je redirige les choses différemment en 2021, mais j'ai l'impression d'être à une passe où quoi qu'il se passe en ce courant d'année, il faut que j'aille faire beaucoup de nationaux pour construire, prendre bien pied avec Ilena de Mariposa qui est arrivée dans mes box, les 8 ans ont besoin, Van Gogh et Vivaldi qui ont fait des grosses perfs l'année dernière et qui ont pris le relais de tempo en Coupe du Monde ont besoin de souffler et de refaire un petit peu de grand national. Donc je vais pas regarder mon classement mondial jusqu'à la fin de l'année, je vais me préoccuper de redonner un bol d'air à mes chevaux et former les 8 ans. Très bien. Le haut niveau, c'est une activité qui prend énormément de temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui du fait du haut niveau et du temps que cela implique et que vous aimeriez faire et qui vous manque? Évidemment, les jeunes chevaux en ont pâti. Maintenant, les règlements ont énormément évolué dans les concours nationaux où on a beaucoup d'épreuves préparatoires Nolwenn, ce qui nous permet aussi, j'ai sauté des 4 ans l'année dernière dans des épreuves préparatoires à 1 mètre jusqu'à 1m10 et puis les 5 ans suivaient le lot. Alors évidemment, ça, les jeunes chevaux, c'est quelque chose qui me manque parce que j'aime ça. Ensuite, si on parlait du temps que l'on prend en compétition, ça paraît assez étonnant, mais on va très très loin. On prend souvent l'avion, mais on va très très loin. Et pendant ces concours 5 étoiles comme le global, on a le droit d'amener 2 chevaux. Alors je vous cache pas, le temps est assez long pendant ces compétitions. On vit dans des villes fantastiques et extraordinaires, hein, de Londres à Paris, à Cannes, à Monaco, à Estoril. C'est juste fabuleux et somptueux, mais quand même il y a on rentre, on n'est pas fatigué de notre week-end, faut être réaliste. Le global se termine le samedi soir, donc le dimanche on est à la maison.
Mais c'est un petit peu particulier par rapport à ça. Mais vous soulignez qu'est-ce qui peut me manquer le plus, c'est quand même les jeunes chevaux. Très bien. Vous n'êtes pas cavalier professionnel depuis si longtemps finalement, et pourtant vous avez une carrière avec une progression exponentielle. Quels sont les éléments clés de votre succès et qu'est-ce que votre passif et changement d'orientation a pu vous apporter dans votre vie de cavalier ? La carrière, elle a été dans une progression importante, mais j'avais déjà, lorsque j'ai démarré mon boulot en tant que professionnel, 28 ou 30 ans. Avant ça, donc j'avais mon métier en parallèle. Donc certainement, j'avais un petit peu plus de recul de la vie que d'autres personnes qui ont démarré très tôt et puis qui ont mis le nez que dans le milieu des chevaux. J'estime que j'ai eu beaucoup de chance de faire un métier en parallèle qui m'a permis aussi de vivre convenablement et confortablement financièrement. Alors ça, c'était un gros avantage. Mais si on parle d'une progression, c'est uniquement les chevaux qui m'ont amené là, Nolwenn. Parce que quand vous avez la chance de rencontrer des chevaux comme un cas de l'Oasis qui a été bon avec moi, mais qui a été exceptionnel avec McLean Ward ou Rodrigo Pessoa derrière, si vous voulez, c'est le fait de rencontrer à la fin des chevaux d'exception. J'ai eu beaucoup de chance. Les Raya Delby, les Le Galant, Bellrock, Olala Bussy, Quenelle, Tempo, Van Gogh et Vivaldi dorénavant, et puis 3 ou 4 qui sont dans mes écuries en devenir qui montrent des choses fantastiques. Donc c'est quand même la rencontre des chevaux qui a fait la différence, parce que je suis pas talentueux du tout à la base. J'ai de l'envie, j'ai de ceci, mais j'ai pas du tout la technique exceptionnelle qu'ont d'autres cavaliers. Mais la rencontre des chevaux et puis surtout des propriétaires qui ont voulu axer les choses sur le sport, Nolwenn. À partir du moment où vous avez, je vous donne un exemple récent, c'est plus facile, mais Tempo de Paban était là et puis il n'était pas prévu du tout pour le commerce. Monica, comment on a fait l'acquisition de la moitié, et c'était un cheval pour conserver. Quand vous avez un cheval où vous ne pensez que les belles échéances, que à vous qualifier pour la finale Coupe du Monde, et que vous n'avez pas imaginé parce que vous avez des demandes régulièrement pour ces chevaux-là, bien sûr, et que vous n'avez pas à vous proposer la question, bon, on le fait essayer mardi, puis il va dans le camion jeudi en compétition. Vous voyez, c'est la chance d'avoir rencontré les bons copropriétaires qui avaient voulu, qui ont souhaité faire un bon bout de chemin de sport avec moi. D'accord, c'est vraiment super. En lien avec ma question précédente, est-ce qu'il y a eu selon vous un élément déclencheur qui a été un déclic dans votre progression ? Je parlais tout à l'heure de Bellrock, c'était une période où j'étais pas vraiment professionnelle, je tâtonnais, je gagnais plein d'épreuves en national, mais j'étais pas... Et rencontrer cette jument-là, et je crois qu'en 3 mois et demi de temps, j'ai gagné mon premier Grand Prix CSIO, qui était une grosse performance, une jument qui était toute bonne, mais pas la dernière des stars non plus, puisqu'elle est arrivée chez moi de la part de Michel, mais il sentait bien qu'il y avait une bonne connexion entre elle et moi. Gagner un Grand Prix CSIO de cette manière-là, c'est pas rien. J'estime que ça a été des moments incroyables, mais aussi il y a eu cet événement de cette tournée, puisque c'était à Falsterbo et à Sopot. Elle avait gagné une très belle épreuve à Falsterbo, un derby, incroyable jument. Et un élément qui a été très déclencheur, je vous cache pas. Sur la route du retour, à ce moment-là, je roulais avec mon groom, et on a dû s'arrêter à Paris pour la faire essayer par un cavalier. Elle sortait de 2 semaines difficiles. C'était un cavalier qui avait un talent incroyable et puis un coach fantastique. C'était Patrice Delaveau qui venait la faire essayer à son élève, Édouard Lévy, et ils ont fait l'acquisition de Bellrock immédiatement. Ils ont fait un essai pendant un quart d'heure, 20 minutes. Elle leur a plu, elle rentrait de compétitions juste incroyables et avoir fait quasiment peut-être 4500 ou 5000 kilomètres, du bateau, tout ça. Bon. Et ça a été un élément déclencheur. Je me suis dit, bon, vraiment, financièrement, il y a vraiment quelque chose à faire de grandiose. Et sportivement parlant, goûter à des victoires dans des stades pleins comme ça m'a véritablement poussé à stocker des chevaux pour le sport de haut niveau. Alors bien sûr, avant, il y avait eu des grosses perfs avec des chevaux, mais comme je vous dis, c'était pas régulier. Le Galant était second du Grand Prix de la Bolle, ce qui était déjà fabuleux. Enfin, fabuleux, bien sûr. Tout le monde rêve d'être sur le podium avec Nick Skelton et du Grand Prix de la Bolle, mais c'était pas ancré dans ma tête comme allez, je vais faire ça toute ma vie. C'est ma vie. Et ce jour-là, cette semaine-là, enfin cette quinzaine-là, entre
gagner un Grand Prix CSIO, gagner le derby de Falsterbo qui est une épreuve à barrage incroyable, et puis faire un commerce incroyable pour un prix important en 15 jours de temps, je dis mais c'est fabuleux quoi. Autant j'ai été quand même véritablement malheureux, mais à la fin, le plus beau métier du monde, c'est fabuleux, fabuleux. C'est clair que c'est vraiment une chance. Ouais. De façon indiscutable. Donc, si on doit trouver l'élément déclencheur, et puis évidemment, ça tombait dans la période où je travaillais beaucoup avec Michel Robert. Et là, cet amour des chevaux, cet amour du beau sport, de la belle équitation, comment m'ont poussé vers ça. J'en suis tellement loin encore quelques années plus tard, mais c'est fabuleux. J'ai fait des parcours, on a été en stage avec le staff fédéral, j'ai des 8 ans qui me plaisent énormément et j'ai fait vraiment des beaux parcours à l'entraînement avec mes 8 ans. Bon ça y est, je suis requinqué, je sais que j'ai une relève exceptionnelle derrière, même si des chevaux sont vendus entre-temps. Voilà, plein de rêves en permanence. Mais si on doit parler d'une semaine déclencheur, c'est véritablement cette quinzaine qui a été un déclenchement pour moi. D'accord. Justement, vous en parliez avant. Vous avez travaillé aux côtés d'Albert Vorn et de Michel Robert. Oui. Pouvez-vous nous en parler ? Michel a été présent dans votre évolution. Qu'est-ce qui vous a aidé à évoluer dans sa vision et ses conseils ? Michel Robert, comment les gens aiment ou détestent, mais sa classe à cheval, on aime tous cette qualité d'équitation. Quand je parlais de choses que les gens pouvaient détester, c'est le fait qu'il est tellement sûr de lui, sûr de son équitation. Ça a été à n'en pas douter, sa grande force tout au long de sa carrière. Mais quel exemple. Je me vous cache pas que je me suis retrouvé dans sa carrière ou dans sa piste en herbe, mais j'ai des souvenirs bien précis où il me faisait travailler au pas sur un carré et je comprenais pas. J'avais eu des performances incroyables et je ne savais pas faire fonctionner ou comprendre ce qu'il me demandait quand on marchait au pas sur un carré. C'était juste incroyable de solitude. Et après, quand j'ai compris plus le fonctionnement des chevaux, ça a été juste incroyable. Mais quand même, il y a quelque chose qui m'a marqué chez Michel. Et quand même Albert Vorn, mais deux systèmes techniquement totalement différents. Mais chez Michel Robert, et c'est quand même, je crois que personne, enfin, moi je suis un peu plus jeune et donc j'ai pas connu tous ces chevaux, mais tout le monde est unanime pour dire qu'il a monté des chevaux en 1m60 et était victorieux avec des chevaux qui étaient capables de faire seulement 1m50. Alors il prenait le meilleur de chacun des chevaux. Et je pense que s'il y a une chose, parce que techniquement parlant, je suis tellement loin de ce qu'il a réalisé, mais s'il y a une chose qu'il m'a fait comprendre, c'est qu'on pouvait utiliser, et en mettant les chevaux bien dans leur corps, les chevaux à 120%, et puis leur donner un mental d'acier de cette manière-là. Et ça, je pense que si je dois retenir une qualité incroyable de ce que j'ai appris avec Michel, c'est ça, Nolwenn. D'accord, ouais, c'est vraiment fascinant comme histoire. Oui. À présent, est-ce que vous auriez un concours qui serait votre préféré ? Bordeaux. Pourquoi Bordeaux ? Parce que je vais parler d'indoor. Parce que Bordeaux a une histoire avec la Coupe du Monde incroyable. Ils ont une équipe organisatrice qui se font que vers le haut niveau et l'excellence en permanence. À Bordeaux, on ne paye pas de table pour monter. C'est place au plus grand, au meilleur. On n'aura pas dans le Grand Prix quelqu'un qui a payé une table pour monter dans le concours et qui est pas au point, qui est ridicule pour le public. Voilà, c'est donc quelque chose d'incroyable. Et tous les ans, les choses vont dans un sens encore meilleur. On est dans une situation économique par moment instable, et pour rester au niveau de ce que réalise Sylvie Robert, fantastique à Lyon, eh bien, elle a trouvé 100 000 € de plus à mettre dans le Grand Prix. On a un Grand Prix cette année à 300 000 €. Alors, les cavaliers étaient plus ou moins tous qualifiés pour la Coupe du Monde, les grands. Et puis, ça a quand même attiré les plus grands. Non pas la dotation, mais juste Bordeaux est incroyable par son public et incroyable par son organisation dans les écuries pour les grooms et pour les chevaux. Tout est juste parfait. Le public est proche des cavaliers dans tous les paddocks qui sont mis à disposition des concurrents. Donc vraiment, j'habite Bordeaux, mais je suis vraiment fier de ce que réalisent les organisateurs de Bordeaux. J'ai eu la chance qu'ils me demandent d'être ambassadeur
du jumping cette année pour une raison que j'ai toujours pas compris, je vous cache pas, mais en tout cas, j'étais l'ambassadeur et j'en ai été fier et évidemment, j'ai beaucoup d'amis à haut niveau et ces amis me parlent et me disent tous louent la qualité exceptionnelle de cette compétition. Voilà, si je dois dire quelque chose en termes de concours indoor, c'est Bordeaux et c'est pas parce que j'habite là, c'est parce que c'est l'excellence, mais on va dire à la française parce que Lyon, Sylvie organise un truc mais incroyable. Donc vraiment, on peut être fier des compétitions qu'on organise en France. Alors la BOL, bien sûr, le CSI Hauts-de-France est un concours fabuleux parce que c'est le début du printemps, du soleil et la première Coupe des Nations et c'est juste des moments incroyables dans un lieu et un public qui rentre gratuitement dans ce stade. Mais je peux pas être que chauvin en parlant de mes endroits en France. Les 2 dernières années, j'ai eu la chance de monter la Coupe des Nations et de faire le concours d'Aix-la-Chapelle, Calgary les 5 dernières années. Ouh là là, Aix-la-Chapelle, vous arrivez le lundi après-midi à Aix-la-Chapelle pour passer la visite veto. Les compétitions commencent le mardi après-midi et jusqu'au dimanche soir et la cérémonie de clôture, c'est juste fabuleux. Monter pour l'argent, c'est une chose. Monter devant 45 000 personnes, y a rien de plus fort. Porter la veste, puisque pendant 5 jours on porte la veste. Oh là 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 là. Et puis faire la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de fermeture. Peut-être que je participerai jamais aux Jeux Olympiques. Quoique, je crois que si j'ai 2 super jeux d'avenir. Mais quand même, Aix-la-Chapelle, c'est déjà quand même l'Allemagne, c'est le pays des chevaux au même titre que la France, mais 45 000 personnes qui acclament, qui est là à la cérémonie d'ouverture, de fermeture, la Coupe des Nations, le Grand Prix d'Europe, le Grand Prix de Bavière. Oh là, c'est des moments fantastiques. Fantastiques. Ça se voit, vous en parlez avec des étoiles dans les yeux. Exactement. Quelque chose que j'adore savoir, c'est est-ce que vous avez un objet fétiche ou un rituel lors des concours? Non, j'ai conservé pendant longtemps un caleçon. J'avais un caleçon fétiche pour mes Grands Prix du dimanche ou quand c'était le vendredi le Grand Prix. Ou la Coupe des Nations, je vous le dis, j'étais capable de le mettre et le vendredi dans la Coupe des Nations et le dimanche pour le Grand Prix, n'ayons pas honte. Il était important. J'ai senti qu'il m'a lâché à la fin de carrière de Quenelle. Je l'ai jeté. Il était pas forcément en très bon état. C'était mon objet fétiche. Dorénavant, non, j'en ai plus. J'ai bien un petit trèfle à 4 feuilles qui est sur mes filets que m'égouine tout le temps, mais voilà. D'accord. Sinon, pour le reste, rien pour moi, personnellement maintenant. Génial. L'équitation, c'est la passion avant tout, parce que au vu du temps que cela implique, c'est un métier de choix. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier, justement? La liberté, la liberté de faire ce que je souhaite, la discussion avec mes propriétaires de faire un programme pour leurs chevaux, dire bah tiens on va essayer d'organiser les choses comme ça pour l'amener au meilleur moment au championnat de France, au grand national et qu'il soit prêt à ce moment-là, ou être prêt à sauter la Coupe des Nations de Calgary ou les plus belles compétitions. Alors ça c'est quand même cette organisation-là. Ouais, je comprends tout à fait. Une question un peu complexe, pourriez-vous me donner votre plus beau souvenir? Alors là c'est effectivement assez difficile de vous ressortir un événement particulier. J'ai été gâtée. Mais fatalement, je sais que ça va pas plaire à tout le monde parce que les gens pensent que le global n'est pas une épreuve très intéressante. Mais pour nous, la Global League, c'est une épreuve par équipe au même titre qu'une Coupe des Nations. Alors j'ai eu des beaux doubles sans faute en Coupe des Nations. Celui qui m'a le plus marqué, c'était quelque part je partais en 5e pour sauter à Dublin. Et la veille au soir, j'ai remplacé un de mes meilleurs amis, Émeric Georges, dans la coupe. Son cheval était peut-être un tout petit peu moins bien. Et Philippe Garda m'a annoncé que le jeudi soir, que j'allais faire la Coupe des Nations en équipe. Et puis, j'avais assez de métiers, mais pas le métier en Coupe des Nations qu'ont beaucoup d'autres. Il m'a fait partir en 4e. Et à Dublin, dans ce stade équestre et cette ville de chevaux, ce pays de chevaux incroyable, on a été extrêmement performants. On avait une très belle équipe. On a terminé 2e et j'ai fait un beau double sans faute, le seul de l'équipe, mais un beau double sans faute qui m'a extrêmement marqué parce que c'est les Américains qui avaient gagné. On n'avait pas la meilleure des équipes sur le papier, mais on était devant les Irlandais et ça a été une après-midi somptueuse et c'était surtout les débuts de Eros qui a été un coéquipier juste incroyable.
Alors ça, c'est vrai que cette Coupe des Nations purement, on ne l'a pas gagnée comme on a pu en gagner d'autres ailleurs, mais ce double zéro et puis je sortais en 4e et Kevin était là. Kevin, c'est quand même notre référence et puis il y a des caméras qui étaient braquées sur Kevin. Ils étaient tellement heureux que je réussisse ça. Ouais, je pense que ça fait partie des souvenirs exceptionnels. Et je vous parlais de la Ligue tout à l'heure. L'année dernière, j'ai monté la Ligue avec Peter De Vos en équipe et on a été victorieux à Hambourg notamment. Dans un endroit qui est fabuleux. Le concours d'Hambourg, c'est un petit Aix-la-Chapelle, mais c'est vraiment un concours incroyable. Vous avez 20 000 personnes qui ne sont pas des places assises, mais qui sont autour de la piste, assis dans l'herbe tout autour. C'est juste, mais incroyable. C'est une arène, et ça a été un moment fantastique également. C'est souvent les épreuves par équipe qui m'ont procuré les plus belles émotions. Ouais. Voilà. Je comprends tout à fait. Et à présent, quel est votre plus mauvais souvenir et comment avez-vous pu rebondir grâce à ça? Le plus mauvais souvenir que j'ai à cheval, c'est avec Quenelle Dupuy. Quenelle s'est blessé dans le Grand Prix de Bordeaux. J'avais certainement un petit peu tiré sur la corde pour mon ego personnel et je l'ai blessée dans le Grand Prix de Bordeaux. Elle s'est rétablie et son premier concours qui a été derrière Bordeaux, c'était le mois de septembre, donc elle a été 5 mois arrêtée et elle a sauté le Grand Prix de Calgary de façon somptueuse et incroyable. Mais le plus mauvais souvenir, c'est marrant, j'avais ce sentiment d'aller à Bordeaux chez moi en fin de saison Coupe du Monde, qui n'avait pas été d'ailleurs une grande saison Coupe du Monde pour moi. Mais j'ai blessé ma jument là. J'ai été au bout de mon parcours. J'ai fait 3 fautes, voire 4 fautes. Et dans l'esprit de Philippe Gerda, ce qui est tout à fait logique, mais je n'ai pas ressenti en piste de problème réel. Mais on va au bout de nos parcours. On n'abandonne pas un Grand Prix, on n'abandonne pas une Coupe des Nations. Et j'étais au bout de mon parcours et voilà. Et puis 48 heures après, ma jument était sur 3 pattes et blessée assez sérieusement. Voilà, c'était la 2e fois qu'elle se blessait sérieusement parce que l'hiver précédent à la finale Coupe du Monde, là où elle m'avait amené aux États-Unis, elle s'était blessée également en piste. Donc ces 2 blessures, mais on va dire celle de Bordeaux, m'a fait ressentir quelque chose dans mon cœur d'assez désagréable parce que je sentais que ça venait. Je sentais que j'étais au-dessus de la limite de ma jument. Et parce que je n'avais pas un 2e capable ou un 3e à ce moment-là comme j'ai actuellement, j'ai poussé le bouchon. Ça le sentiment. Ça le sentiment. Aujourd'hui, comment pourriez-vous définir votre équitation? Je peux toujours pas la définir. Je fais les choses comme bon me semble et comme ils me viennent et je suis plutôt intuitif, même si je me suis mis à travailler avec quelqu'un maintenant, pas au quotidien à la maison, mais dès que je saute mes chevaux, il est là mais je n'arrive pas à me définir une définition précise d'une équitation. J'aime la belle équitation. J'en suis encore bien loin à mon âge, mais j'aime la belle équitation, j'aime quelque chose où je fais pas souffrir mes chevaux en piste. Des fois je leur invente des choses un peu étonnantes, mais dont je suis pas toujours fier, mais je pense qu'ils me donnent assez parce qu'ils passent un bon moment en piste avec moi. Voilà. Très bien. Plus personnellement, comment vos proches pourraient-ils vous définir? Je suis Gémeaux, alors je peux avoir peut-être 2 caractères différents, on va parler de 2 caractères différents. Quand vous êtes chef d'entreprise, que vous faites vivre 6 personnes, mes propriétaires à faire vibrer en concours et puis mes éleveurs ou propriétaires d'ailleurs à faire fonctionner le système financièrement correctement, ce n'est pas rien. Alors, il y a des bons moments, il y a des moins bons moments, mais j'essaie d'être assez gai en règle générale. Enfin, je suis assez gai en règle générale, mais quand même, les tracas d'un fonctionnement d'une entreprise comme ça, parce que faut être réaliste, c'est pas une entreprise classique. C'est une entreprise qui est là pour me faire vivre sportivement parlant. Alors j'ai besoin juste d'avoir des bons bilans positifs pour vivre et puis ne pas avoir de crainte de payer mes salariés et ma MSA, mais c'est pas rien, je veux dire. C'est lourd sur les épaules. Faut pas se voiler la face, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est sûr que c'est beaucoup d'implications. Du coup, je pense que ça peut être logique, mais quel est le cavalier qui vous inspire le plus et pour quelle raison? Qui m'inspire le plus, je suis bien trop éloignée de ces gens-là, mais si je dois parler français, la certitude
en eux, ces 2 cavaliers, Simon Delestre et Kevin Stott, c'est incroyable. C'est-à-dire ces gens-là ne sont jamais éloignés du top 15 mondial dans les 15 dernières années. Toutes les échéances, tout le temps, présents et avec un degré de motivation incroyable. Alors voilà, leur envie, c'est un exemple. L'exemple, c'est pas d'être envieux, c'est de réussir à fabriquer et à fidéliser des propriétaires, fabriquer des chevaux pour être tout le temps là. 1m60, c'est vraiment haut. Et à n'en pas douter, ils ont des chevaux par moment d'1m50 ou d'1m55 qui sont performants à 1m60 par leur volonté, par leur envie, par leur abnégation, par leur travail incroyable et puis ce fighting spirit, on va dire irlandais qu'ils ont plutôt dans les veines, que c'est juste incroyable. Mais bien évidemment, si on doit parler de modèle, le modèle c'est celui qui a réussi à être champion olympique, et avoir un nombre de médailles, de finales Coupe du Monde et tout. Bien évidemment, c'est Steve Gerda. C'est quelqu'un étonnant de caractère, avec un degré de concentration. Ce qu'il a réalisé, acheter ce cheval en France, gagner le Grand Prix de Bâle, gagner le Grand Prix de Coupe du Monde de Bordeaux, les 2 Grands Prix à Bâle, et puis avoir gagné la finale Coupe du Monde l'année dernière avec un cheval qui était dans ses écuries depuis pas longtemps et pas du tout prévu pour ce sport-là. Fantastique, fabuleux. Très bien. Bien que l'équitation monopolise pas mal de temps, comme on le disait, avez-vous une autre passion ? Oui, j'ai des passions. C'est ma famille. Ma famille et ma propriété, mon endroit. Je vis véritablement bien le confinement. On est à la fin du confinement, mais je vis très bien ça parce que on a passé des moments d'exception pendant 2 mois et demi. Et voilà, c'est ma passion au-delà de tout. Si bien sûr j'ai un hobby, j'adore le football, donc j'y ai joué pendant longtemps et je suis un passionné du football purement. Alors j'aime ça. Mes passions, ce sont ma famille. D'accord. Je vous propose une problématique, si vous pouvez nous donner un tips à vous pour la solutionner lorsque vous êtes face à ce problème. Du coup, vous nous parliez des combinaisons tout à l'heure. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait travailler un cheval qui peut être frileux dans les combinaisons ou autre ? Quelle serait votre solution ? Alors, ma solution, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, tout du moins c'est proche de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand même, on a des chefs de piste à haut niveau fabuleux et ils n'essaient pas forcément de piéger les chevaux dans les combinaisons et cavaliers, on va dire. Et tant mieux comme ça. Mais quand même, la combinaison, c'est quand même l'endroit où on ne peut pas tricher, où il faut quand même de la force, des moyens, rentrer de la meilleure des manières. Mais surtout que les chevaux, quand ils voient cet amas de barres face à eux, n'est pas une sorte d'inquiétude. 1m60, c'est quand même très très haut. Et ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver au milieu, à la sortie. Donc il faut qu'ils aient un degré de confiance important. C'est pour ça que banaliser le travail de la combinaison dès la détente sur les sauts à 70 cm, dès que je démarre, je pense que j'ai bien banalisé les choses avec mes chevaux. Et j'ai trouvé véritablement la façon de leur donner la confiance. Et peut-être que si j'ai la chance d'avoir eu tant de chevaux d'1m60, c'est que cet exercice leur convient bien. Il y a régulièrement dans ma carrière un double de verticaux qui est monté et un double d'auxerre. Double de verticaux à une foulée, double d'auxerre, et ma détente peut se faire sur ça. Et ça me convient très bien. Donc je pense, je peux tricher sur des obstacles isolés avec un cheval qui manque de moyens sur un certain niveau, mais dans les combinaisons, faut qu'ils aient un degré de confiance important en moi et en eux, du coup. Et à partir de là, ce travail-là, à mon avis, est une bonne solution. Oui, et puis le fait de la répétition dédramatise. Exactement. Dédramatiser cet obstacle-là. D'accord. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter ? Alors, maintenant que j'ai pu y réfléchir et que je connais, oui, j'ai une anecdote qui a été un grand changement dans ma vie. C'était une discussion quand Philippe Gerda a pris les rênes de l'équipe de France, dans ma façon de faire, d'envisager les choses sportivement et avec les propriétaires. Et oser, on va dire, trancher. Donc c'était Philippe Gerda, cette anecdote, une demi-heure où il savait des choses avant moi sur ma vie personnelle quelque part. Et donc à partir de là, beaucoup de choses ont changé pendant cette discussion d'une demi-heure. C'était à Verrères de la Frontera. Ça a été un grand tournant dans ma vie qui m'a permis de rebondir et de repartir vers l'avant. Tout ce que j'ai actuellement est sorti probablement de ce tour de table pendant une demi-heure. Je vais le garder off, ce qu'il m'a dit, mais c'est quelque chose qui a énormément compté dans ma vie. D'accord, très bien.
Alors, on passe à la partie plus ludique. Je vais vous demander de me donner un mot pour définir les chevaux que je vais vous citer. Alors, le galant. Atypique, évidemment, il faisait ses parcours en ruade en permanence. C'était évidemment le cheval le plus atypique que j'ai eu à monter. Il avait pas vraiment de problème physique, c'est clair, mais il était en piste et il ruait, et il ruait dans des parcours à 1m60. J'ai ce souvenir bien sûr de la Coupe du Monde Sertogenbosch où il est 5e du Grand Prix à l'âge de 9 ans. On était au mois de février ou mars, donc tôt en saison, c'était incroyable. Et puis il ruait pendant son parcours, et puis il avait été fabuleux. Bien sûr le Grand Prix de la Bolle où il est second du Grand Prix en ruant peut-être 7 ou 8 fois pendant son premier parcours, et puis au barrage pareil. Voilà, D'accord. atypique. Un cas de l'Oasis. La classe. Un cas de l'Oasis, c'est un cheval que je rencontre à un moment où j'ai 3 chevaux à monter en tant qu'amateur, et puis il m'amène au plus haut niveau en une petite année. Talent pur, et c'est marrant que parce que peu de gens connaissent un cas de l'Oasis, de notre génération quelque part. Si vous parlez avec Rodrigo Pessoa, c'est Jean-Maurice Bonneau qui me l'avait dit, et Rodrigo m'a dit la même chose. Il a une photo dans son salon d'un cheval, il pourrait mettre Baloubé, Lianos ou quoi, non. C'est un cas de l'Oasis, c'était un cheval d'une gentillesse, mais juste incroyable. Fabuleux cheval, fabuleux. D'accord. Raya Delby. Facétieuse. Raya Delby est arrivée lorsqu'elle avait 6 ans à la maison. Et c'était une jument avec un comportement déjà d'une famille fabuleuse, ce qui se fait de mieux dans notre élevage en France. Et cette jument était complexe dans le paddock, et je travaillais avec Michel. À la maison, les choses se passaient plutôt très bien que bien, mais en compétition, elle pouvait se coincer dans un coin quand elle savait qu'on allait détendre, et puis elle se mettait à ronfler, à taper du pied quand on tentait d'aller sauter un obstacle comme ça. Elle montait dans une telle pression. Et on était à Lisbonne où Quenelle, Philippe Gerda, j'étais à ce moment-là vraiment un genou à terre personnellement, et voilà, c'était une période dure de ma vie. Et je pense que Philippe Gerda m'a mis à Lisbonne, qui était une petite compétition par rapport au gros CSIO, mais quand même l'esprit de la Coupe des Nations était bel et bien présent, et le sport était réel. Et Raya était en 2e, elle avait 8 ans derrière. Et là, Philippe Gerda, qui aimait quand même vraiment fortement cette jument, m'a dit on va faire différemment demain. Je me rappelle, le premier jour avait été complexe au paddock. En piste, elle était toujours étincelante et sincèrement très facile. Le deuxième jour, il dit écoute, Olivier, on va faire différemment. Dans ma carrière, j'ai connu un cheval sur lequel j'allais en piste sans sauter au paddock. Donc tu vas aller en piste, tu vas détendre ta jument au paddock, et tu ne sauteras pas un obstacle au paddock. Et j'ai fait ça. J'ai été victorieux rapidement de cette manière-là. Elle a été sans faute à Lisbonne. Elle avait fait d'ailleurs un très bon concours comme ça. Elle avait une sécurité en elle. Elle était capable d'aller sauter un obstacle, un numéro 1, 1m50 sans aucune difficulté. Et ça a déclenché. J'ai pu ressauter après au paddock avec le temps, parce que c'était quand même assez particulier. Puis elle a fait des Coupes du Monde avant d'être vendue aux États-Unis. Mais quand même, je l'ai revue quelques mois après aux États-Unis. Elle avait pris exactement les mêmes tics avec Adrienne Sterlich, dans les paddocks. Voilà, ça c'était une jument, mais incroyable, facétieuse. D'accord, oui, c'est assez atypique. Ouais. Alors, Quenelle Dupi. Voilà, vous me prenez au dépourvu en me donnant ces 5 chevaux-là pour trouver... Mais si, c'est pas un trait de caractère, je veux pas être larme à l'œil, mais c'est amour de toujours. C'est-à-dire cette jument... j'en ai fait l'acquisition à 3 ans. On se l'est partagé avec Marie Demonte entre les 4, 5, 6 ans et 7 ans. Elle est devenue complètement avec moi à l'âge de fin d'année de 8 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et cette jument-là, à cette période-là, j'avais Raya Delby et Quenelle Dupi. Et j'étais mal à l'aise avec des propriétaires, et Philippe Gerda m'a guidé en me disant si t'es mal, ne garde pas et puis passe à autre chose, t'as 2 super juments qui arrivent. Et j'ai tranché, j'ai pas conservé ces chevaux-là qui étaient des chevaux que j'avais... pour lequel j'avais beaucoup d'amour, mais ça matchait pas du tout avec les propriétaires. Et Quenelle m'a remis en selle avec Raya Delby, qui elle a été vendue, mais Quenelle était en copropriété avec la famille Buffando, elle n'était pas à vendre. Et voilà, je peux parler d'amour réciproque. Elle n'était pas faite pour faire du concours hippique, elle était plus faite pour faire de galoper à Hauteuil ou à Longchamp, sur des grands terrains de course.
Mais elle a fait toutes les coupes du monde de façon tellement aisée. Elle a été très bonne en extérieur également. Sur le parking, on a une voiture qui est garée, que c'est elle qui l'a gagnée en compétition. Et puis quand la carrière de Quenelle s'est terminée, il y avait beaucoup de personnes qui auraient voulu en faire l'acquisition. J'ai racheté la moitié de Quenelle pour qu'elle reste à la maison parce que c'était important et elle finira sa vie à la maison. Alors c'est pas une histoire forcément joyeuse ou quoi, mais j'ai le plus grand amour pour Quenelle. Oui, j'aime ma femme mais j'aime ma jument. Voilà, j'aime profondément ma jument. Amour. C'est génial. Van Gogh du Mas-Garnier. Quel est le terme qui pourrait définir Van Gogh? À n'en pas douter, si je dois parler d'un mot, compétiteur. Van Gogh est rentré dans mes écuries quand Andy Boots était là parce qu'il avait un comportement un petit peu étonnant et il m'a été envoyé par Eugénie et Cédric Angot à ce moment-là. Le cheval appartenait à la famille Maes, l'élevage du Mas-Garnier. Il est arrivé, puis il est rentré vraiment très vite dans notre système. Et il est un compétiteur hors norme. Il est pas là pour remplacer, mais quand même quand il a fallu prendre le relais de Tempo qui venait de se blesser, puis Vivaldi qui soufflait, comment on lui a fait sauter un Grand Prix Coupe du Monde directement. Il est sans faute à Bâle, une étape Coupe du Monde qui était extrêmement difficile. Donc il a eu un beau classement dans la Coupe du Monde. Il est 4e du Grand Prix de la Bolle la même année. Dans la même année, il était prévu pour aller faire juste un petit entraînement à Falsterbo avant d'aller à Aix-la-Chapelle le week-end suivant. Mais le week-end suivant, c'était le mardi. Donc on était à Falsterbo. Félicie Bertrand a chuté le jeudi. Donc du coup, je devais pas sauter la Coupe des Nations. Je devais sauter le jeudi et le vendredi. Du coup, il a sauté la Coupe des Nations le dimanche. Et puis il était dans le camion pour repartir à Aix-la-Chapelle directement, où il a été merveilleux à Aix-la-Chapelle et il a sauté également la Coupe des Nations d'Aix. Quel compétiteur incroyable. Je l'ai amené à Calgary, Coupe des Nations, énorme comme Aix, et il a été présent. On n'avait pas tout à fait le métier, mais son score, à part un parcours, a toujours compté dans le score des équipes. Donc 5 fois sur 6, c'est pas rien à l'âge de 9 ans. Fantastique compétiteur. Compétiteur. Il a gagné des épreuves à Estoril. On venait de faire la Bolle, fantastique. Je l'amène à Estoril, il gagne la grosse à barrage de façon incroyable. Et puis, je devais aller pour la Ligue 48 heures plus tard à Monaco, 3 jours plus tard à Monaco, où on passait d'une piste à Estoril immense, grande en herbe. On le mettait dans un petit cirque sur le port de Monaco, un concours fantastique. Et puis là, il est 5e du Grand Prix de Monaco. Oh là là, quel compétiteur. Quel coéquipier fantastique. À l'image, quelque part, d'Eros. Compétiteur, hors norme. D'accord. Alors, on va passer à la partie Fast and Curious. Ok. Donc, je vous donne 2 mots et vous devez choisir entre l'un ou l'autre. Cheval gris ou baie? Gris. Rivière ou bar de spa? Rivière. Bonnet ou pas? Bonnet. Terrain en herbe ou en sable? Terrain en herbe, le plus beau. Toupie de la Roque ou Nayana? J'ai trop peu connu Nayana. Et la propriétaire est aussi propriétaire chez moi. Alors je veux pas du tout la vexer. J'ai trop peu connu Nayana. J'étais pas au niveau à ce moment-là. Et Toupie de la Roque a gagné le Grand Prix de Londres dans un barrage d'anthologie de Julien et Payard. Toupie de la Roque. D'accord. Landau ou Baloubet du Rouet? Baloubet du Rouet. Là, je pense avoir la réponse. Longines Master ou Jumping de Bordeaux? Jumping de Bordeaux, pas de doute. Magret de canard ou côte de bœuf? Magret de canard. Voir l'avenir ou se téléporter? Voir l'avenir. Voyage à Bali ou en Norvège? En Norvège, fabuleux. Et donc ma dernière question, comment voyez-vous l'avenir et quelles sont vos ambitions? Je voyais mon avenir, quand je parle sportivement, quand vous faites ce métier, c'est uniquement pour aller aux Jeux Olympiques et dans les grands championnats. Je croyais que c'était plus possible. J'avais eu l'impression d'avoir le droit d'y aller au championnat d'Europe de Göteborg avec Eros qui méritait vraiment cette sélection véritablement. Ça a été une grande déception. Après, ce sont des échéances qui ont compté de façon importante. Je pensais avoir bien préparé pour Tempo et puis sur les 2 derniers mois, j'ai fait un mauvais choix de programme et je l'ai blessé à Paris alors qu'il volait dans des Coupes des Nations et qu'il aurait peut-être eu sa carte à jouer. Alors je pensais que pour moi c'était fini. Jeux Olympiques, je n'y pensais plus du tout avec la blessure de Tempo. Maintenant Tempo est revenu à la maison et puis les Jeux Olympiques reportés d'1 an, ça nous donne quand même un degré d'espoir, même si je pensais que c'était derrière. Mais quand même, je vous cache pas les Jeux Olympiques dans 3 ans, dans 4 ans. À Paris, c'est évidemment un rêve pour tout cavalier.
et comment j'ai 3 chevaux dans les écuries qui ont un potentiel olympique et dont un qui a que 5 ans. Donc je vais pouvoir encore rêver pendant 8 ans. Après, si j'ai pas réussi, j'aurais passé des grands moments. Mais ce que j'ai vécu dans les Coupes des Nations, si je pouvais le vivre dans les championnats, je comprends pourquoi Kevin, Pénélope, Simon, Patrice Delaveau et tout, Philippe Rosier, tous ces grands champions rêvent de ça. Rien n'est plus fort. Rien n'est plus fort. D'accord. On arrive au terme de l'enregistrement, Olivier. Je tiens vraiment à vous remercier de m'avoir accueilli dans votre structure aujourd'hui. C'était super et on voit que vous parlez avec le cœur et c'est vraiment génial. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. C'est fini pour aujourd'hui. J'ai adoré réaliser ce podcast en compagnie d'Olivier, qui m'a transmis sa passion la plus profonde et toute son affection pour ses chevaux. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser cet épisode en direct, ce qui m'a permis de mettre des images sur ce que j'imaginais du quotidien de ce grand cavalier, et c'était superbe. Alors je tiens très sincèrement à le remercier, car je lui en suis très reconnaissante. C'est un très beau moment pour moi que de clôturer le 10e épisode. Je me ravis de chaque rencontre réalisée et de partager cette aventure avec vous. Je suis bien consciente de la chance inouïe que j'ai de pouvoir vivre cette passion quotidienne, alors je vous remercie vous aussi de la faire vivre. Pour l'heure, on se retrouve dans 10 jours pour un épisode encore une fois génialissime. Je vous souhaite une excellente journée et be happy!